dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières, avec cet exercice toujours un peu compliqué de prévision ou de perspective ou de réflexion sur ce qui pourrait animer le compartiment des matières premières au démarrage de cette nouvelle année 2025 en l'occurrence. Benjamin Louvet à mes côtés, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci d'être là. Il y a déjà une forme d'actualité immédiate puisqu'on se remet à parler du pétrole. Alors, j'ai pas mesuré précisément, mais on a dû reprendre, que ce soit sur le Brent ou le WTI, une bonne dizaine de pourcents par rapport au point bas qu'on avait atteint fin décembre. Je redonne un peu de perspective. On avait eu des prix extrêmes, évidemment, au déclenchement de la guerre en Ukraine. On a dû aller jusqu'à 100, 120 dollars le baril. Et c'est vrai qu'en regardant la photo sur ces 2 dernières années, on a plutôt un trend quand même très baissier sur le pétrole. D'où cette interrogation qu'on peut avoir sur ce rebond d'une dizaine de pourcents qu'on observe depuis quelques semaines. Pourquoi, comment et jusqu'où, bien sûr, Benjamin? Alors, on a plusieurs choses, Grégoire, qui rentrent en ligne de compte. D'abord, le début de l'année et la période hivernale, ça vous aura pas échappé. On le ressent. Et cet hiver est particulièrement froid en Europe et aux États-Unis. Et donc, on voit une hausse de la consommation, notamment de fuel domestique, qui est assez sensible et qui entraîne déjà quelques petites tensions sur le marché des produits pétroliers dans leur ensemble. Mais au-delà de ça, Grégoire, le vrai sujet, c'est le sujet des sanctions internationales supplémentaires sur le pétrole russe, avec cette fois-ci des sanctions qui sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur, jusqu'aux intermédiaires, les assureurs, les vaisseaux, c'est ça, les ports. Et donc là, ça rend la situation beaucoup plus compliquée. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu aussi un aveu d'échec de la stratégie des pays occidentaux, parce qu'on voulait affaiblir Poutine en l'empêchant de vendre son pétrole cher. Et au final, le seul moyen qu'on ait éventuellement qui gagne moins d'argent, c'est d'arriver à l'empêcher de vendre son pétrole. Donc effectivement, il gagnera moins d'argent, mais ça a un coût pour nous. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on paye notre pétrole plus cher pour l'instant. Alors, comment ça peut évoluer? On attend une hausse de la consommation au premier trimestre à cause de la hausse de la demande, essentiellement à cause de l'hiver. On attend à peu près 1 600 000 barils de plus qu'au premier trimestre l'année dernière, donc par jour de consommation. Donc, c'est pas neutre. Mais pour moi, sur le moyen terme, sauf à ce qu'on ait une économie qui rebondisse de façon extrêmement violente, on s'attend à une hausse de la consommation, mais on a toujours ce coussin qu'a conservé l'OPEP de production qu'elle a retiré du marché et qui n'a pas été remis sur le marché. Donc, à moins d'avoir des mesures extrêmement efficaces sur les sanctions sur le pétrole russe et de ne plus avoir le pétrole russe qui arrive sur le marché, auquel cas, là, on parle de quasiment 10 millions de barils par jour. Donc, c'est à peu près 10% de la consommation mondiale. Et donc là, l'impact est loin d'être neutre et le prix pourrait continuer à monter. Mais si les Chinois, les Indiens, qui sont les principaux clients de la Russie, arrivent à trouver des moyens de contournement, il y a aujourd'hui des réserves de production suffisantes pour que le prix du pétrole reste, on va dire, aux alentours des 70-75 dollars et difficilement au-delà. Sauf à ce que je vous dis qu'on arrive à complètement encercler les exportations de pétrole russe. À ce moment-là, le problème sera beaucoup plus grave, mais ça veut dire aussi de l'inflation chez nous. Forcément. Pas mal de questions quand même sur ce que Trump peut apporter au marché de matières premières. L'idée d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, donc c'est sur la table, ça fait partie des promesses de campagne de Donald Trump. Peut-être pas tant d'ailleurs vis-à-vis de son électorat américain que du reste du monde. Ça devait être fait en un jour. On a tous compris que ce serait fait sans doute en... Il va falloir s'occuper du Canada, du Groenland, un peu plus de temps. Panama, voilà. Dossier, quand même. Pour l'instant, il est sur le Groenland et le Canada, mais évidemment que le sujet va vite venir. Je ne sais pas comment on réfléchit. Bon, déjà, on ne sait pas quelle forme prendrait cet éventuel cessez-le-feu, mais comment on réfléchit à l'idée d'un apaisement de ce foyer de tension important en Europe depuis plus de 2 ans maintenant, déjà, avec une des premières puissances énergétiques mondiales. Déjà, il faut trouver un moyen de faire venir Poutine autour de la table. Et certains, justement, évoquent le fait que les nouvelles sanctions sur le pétrole russe pourraient être un moyen d'avoir des éléments de négociation à offrir à Vladimir Poutine dans le cadre de cette négociation. Lui dire, voilà, si tu négocies sur la paix en Ukraine, on rachète ton pétrole. Pourrait être un peu plus indulgent et moins regardant sur le commerce de ton pétrole. Ce qui serait un deal gagnant-gagnant pour les États-Unis, parce que du coup, ça ferait rebaisser les prix du pétrole, et le monde serait soulagé, et en même temps, on aurait réglé le problème ukrainien. Donc, est-ce que c'est un coup de boost, une aide de Joe Biden avant son départ
dans l'intérêt des États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui a été concerté? Je ne sais pas, mais effectivement, ça semble être quelque chose d'assez plausible, que ce soit peut-être un élément de la négociation. On voit beaucoup de ce genre d'opération apparaître en ce moment. On parlera après des métaux. Et en Chine, on voit que la Chine est en train de faire monter la pression autour des métaux auprès de Donald Trump et des technologies bas carbone, de façon peut-être à commencer à essayer de rentrer dans la phase de négociation avant que Donald Trump arrive et ne pose ses conditions. Donc, mais un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, aux conditions que vous décrivez, permettrait à l'Europe de se réapprovisionner en partie en gaz russe et en pétrole russe. Ça me semble peu probable. Je pense que la relation est relativement compliquée aujourd'hui. Je pense aussi que les Russes, en matière de gaz, ont essayé de réorienter les flux, notamment vers des clients qui étaient en cours de développement, parce qu'il y avait des pipelines, des gazoducs qui étaient en construction avec la Chine, et que ces pertes-là risquent peut-être d'être assez durable. Il va falloir réinstaller un climat de confiance aussi. Et avec Trump qui veut régler le conflit en Ukraine, mais qui dit aussi que tout ça, c'est pas forcément ce qui se passe en Europe, c'est pas forcément ses affaires et qu'on a qu'à payer davantage l'OTAN et financer davantage l'OTAN si on veut davantage de sécurité. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans les pays nordiques également, avec la Russie, beaucoup d'accrochages. Donc c'est difficile de penser que le flux sera rétabli de façon complète, normalisée, et normalisée pendant un long moment, même si c'est notre intérêt, clairement, parce qu'aujourd'hui, on achète du gaz naturel liquéfié américain. Donald Trump nous a d'ailleurs demandé d'en acheter plus, mais ça nous coûte plus cher. Donc là, il y a un équilibre difficile à trouver. On est vraiment dans des sujets géopolitiques globaux. Ah, mais complètement. L'autre question que j'avais, alors c'est pas venant de Trump, mais de Scott Bessent, son futur secrétaire du Trésor. Il a cette règle des 3-3, donc amener l'économie américaine à 3% de croissance potentielle, réduire les déficits à 3% du PIB et augmenter la production pétrolière de 3 millions de barils par jour aux États-Unis. Sur ce dernier point, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est techniquement faisable, financièrement faisable? Est-ce que c'est géologiquement faisable, Benjamin? Alors, aujourd'hui, c'est difficile à dire, parce que les pétroliers de schiste vous disent qu'ils ont encore beaucoup de réserves. Il y a un certain nombre d'études sur la déplétion, la vitesse de baisse de production de ces puits qui laissent penser le contraire. Ça me semble difficilement faisable pour une raison, c'est que les producteurs de pétrole de schiste eux-mêmes ne le veulent pas. Je pense qu'ils ont été assez clairs sur le sujet. Les taux de croissance qu'on a pu connaître, de l'ordre de 15% par an ces dernières années, et quand on parle de vous disiez 3%... 3 millions de barils jour supplémentaires. 3 millions de barils de production. Ça fait 25% de hausse de la production sur 4 ans. Ça fait donc 6% de hausse de la production par an. Aujourd'hui, on est plutôt sur des taux inférieurs à ça. Et je vois mal les producteurs de schiste accélérer, sauf à ce qu'on ait des conditions de prix qui soient bien supérieures à ce qu'on a pour l'instant. Mais encore une fois, je vous dis, dans l'hypothèse, seulement dans l'hypothèse où le pétrole russe disparaîtrait, c'est relativement peu probable de voir ce phénomène se passer. On verra la semaine prochaine, mais peut-être que les producteurs de schiste et de pétrole américains vont bénéficier, je ne sais pas, d'un tarif de 25% par exemple sur le pétrole en provenance du Canada. C'est peut-être déjà une première victoire pour eux. Ça m'étonnerait pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui vous avez un problème de qualité de pétrole aux États-Unis. Ah, d'accord. Et ils ont besoin du pétrole canadien qui est très lourd pour leur raffinerie. Pour le mélanger avec le pétrole très léger qu'ils produisent pour leur raffinerie. Bon. Donc c'est peu probable. Comment gérer une stratégie matière première là, dans la perspective de cette année 2025 quels sont les grands axes d'une stratégie comme la vôtre chez Ophi Invest Asset Management? Il y a 2 éléments qui vont être essentiels pour cette année. Le premier, c'est évidemment ces discussions entre Donald Trump et le reste du monde sur les tarifs commerciaux. Cette discussion, si elle tourne mal, pourrait générer pas mal d'inflation, ce qui serait plutôt profitable aux matières premières d'une façon générale et aux métaux précieux en particulier. Parce que sur les matières premières en général, le risque en contrepartie, c'est que ça ralentisse l'économie mondiale et donc ralentisse un petit peu la demande. Ce phénomène, selon nous, devrait néanmoins être limité parce que la part de la consommation de métaux dans les activités traditionnelles est en recul ces dernières années avec le développement des technologies bas carbone. Et sur cette partie-là, on a un certain nombre d'acteurs, notamment en Europe, mais surtout en Chine, qui continuent d'accélérer. Je pense que la Chine a pris vraiment le virage et a décidé que sa meilleure solution pour avoir du poids dans les discussions internationales, c'était d'être indépendant énergétiquement. En 2023, ils installent autant de panneaux solaires que le monde entier, Chine incluse, en 2022. Cette année, ils ont augmenté les installations de 30% par rapport à 2023 et ils continuent sur un rythme soutenu. 75% des véhicules électriques vendus dans le monde étaient vendus en Chine au mois de septembre. Donc on a vraiment une tendance qui va dans ce sens-là. Et ça consomme des métaux.
beaucoup de métaux. Donc, sauf à ce qu'on ait un ralentissement fort, pour nous, la demande de métaux va continuer à augmenter. Et donc, ça sera plutôt bon pour les matières premières. Et puis, la deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer en Chine. La Chine a beaucoup parlé de stimuler son économie. Et si elle stimule son économie, et notamment la consommation, ce qui est évoqué, ça devrait, là aussi, avoir un gros impact positif sur la consommation de métaux. Ça a déjà commencé, puisque la Chine a annoncé en janvier qu'elle prolongeait la prime pour les achats de véhicules électriques, alors qu'elle était censée s'arrêter. Donc il y a vraiment une volonté d'aller vers cette décarbonation, aussi peut-être pour plus être le vilain petit canard qu'on dit tout le temps, quand la Chine fera quelque chose, et la Chine fait quelque chose, et ça commence à se voir, puisqu'en septembre, les émissions de CO2 étaient en baisse. Donc il y a un vrai... pour moi, on est dans probablement l'année 1, où ça y est, on a épongé tous les effets des surstocks qui avaient été créés pendant la crise en Chine. On a créé donc place aux fondamentaux, quoi. Et là, on va commencer à rentrer dans le dur, où on va commencer à voir le marché de l'argent qui est en déficit pour la 5e année cette année, le marché du platine qui va probablement finir en déficit, le marché de l'aluminium qui va probablement finir en déficit, et le marché du cuivre qui va probablement finir à l'équilibre ou légèrement en déficit. Donc là, on commence et c'est une tendance qui est pérenne en termes de déficit. Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans la période où, je vous ai toujours dit, le prix des métaux, c'est un prix spot. Quand on rentre en déficit, les prix s'ajustent. On l'a vu avec le cacao, c'est le meilleur exemple. Le cacao, quand il est rentré en déficit et qu'on a vu que le déficit est durable, le prix s'est envolé. Voilà. L'ajustement du prix des matières premières, ça se passe comme ça. Et donc pour moi, on rentre dans cette période où on va rentrer dans un cycle séculaire pour les métaux, particulièrement industriels pour la transition énergétique, qui devrait nous emmener beaucoup plus haut dans les années qui viennent. Donc on reste très optimiste. Il y a ce risque quand même d'avoir un ralentissement économique, mais qui pour moi est pondéré par l'accélération inexorable dans le secteur de la transition énergétique. Et même si les Américains évoquent de sortir de l'accord de Paris, même si les Américains évoquent la réduction de l'IRA, vos invités précédents en parlaient. On parlait des grandes alliances net zéro, etc. C'est très peu probable. Et les États-Unis, il faut le rappeler, l'Agence internationale à l'énergie s'attend que sur la période 2023-2035, il représente 9% des installations de capacité renouvelable. Donc s'ils baissent même de 30%, ça fait une baisse de 3%. Si de l'autre côté la Chine accélère, on ne le verra même pas. C'est pas là-bas pour l'instant que ça se passe. Donc ils ont pris la décision de prendre du retard et d'utiliser le pétrole au maximum. Très bien. Les Chinois, eux, font le travail. Et je pense que, à mon sens, sur le long terme, la stratégie chinoise est peut-être plus maligne. Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ces perspectives 2025 dans le compartiment des matières premières, votre grand domaine d'expertise. Benjamin Louvet, directeur de la gestion de matières premières chez Ophi Invest Asset Management, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.